Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Lyon Mag TV, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Lyon Politique. On va décrypter l'actualité lyonnaise de la semaine et autour de la table aujourd'hui, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, le politologue Romain Blachier et le chercheur associé chez Triangle, Romain Mels. Bonjour messieurs. Bonjour Alexis. Bonjour. Bonjour. Au sommaire aujourd'hui, les cadeaux électoraux des Verts, Philippe Cochet et la droite la plus bête du monde. Notre premier sujet compile les récentes dernières grosses annonces des écologistes lyonnais. Cette semaine, c'est Grégory Doucet qui a sorti de son chapeau sa volonté d'accroître le nombre de caméras de vidéosurveillance à Lyon de 5 à 10% supplémentaires. Et avant lui, c'est Bruno Bernard qui annonçait vouloir décaler certains chantiers pour éviter un embouteillage de travaux en 2025. Cela va concerner essentiellement la voie lyonnaise 12 qui devait paralyser les cours Gambetta, cours Albert Thomas et rue de la Barre. Alors selon vous, est-ce qu'on entre dans la période des cadeaux électoraux pour éviter de fâcher les électeurs? Ou est-ce que ces décisions inattendues cachent autre chose, un adoucissement des méthodes par exemple? Romain Blachier. Alors là, on pose la question sur plusieurs chantiers. Donc la question des chantiers de la saturation, je pense que le président de la métropole il a écouté l'exaspération de certains habitants. Et puis aussi, il s'est rendu compte qu'il fallait lisser un peu les choses. C'est plutôt une marque intéressante de pouvoir écouter les retours terrain, de pouvoir constater les choses et de pouvoir les ajuster. C'est plutôt pas mal. Mais est-ce que ça aurait été pas clair dès le début de se dire 2025 va être une année chaotique? On se doute que les gens vont pas être contents. Après, on n'est pas maître, enfin on est comment dire, on n'est pas maître d'œuvre lorsqu'on on est que dans la maîtrise d'ouvrage, on est que dans la théorisation des choses. Et puis des fois, vous pouvez avoir un chantier, l'entreprise vous dit qu'il sera terminé à tel mois, et puis ça se prolonge. Ça, pour le coup, il n'a pas la maîtrise de ça. Par contre, sur les caméras de vidéosurveillance, il y a quelque chose qui est intéressant. C'est si on se rappelle des positions des Verts lorsqu'ils étaient dans les majorités de Gérard Collomb ou David Kimmelfeld, ils étaient fortement opposés à toute caméra de vidéosurveillance. Depuis quelques années, ils ont évolué sur le sujet, comme quoi on peut changer, c'est plutôt intéressant. Et c'est un vrai besoin, c'est pas qu'une question électoraliste. Je parlais l'autre jour avec le régisseur du club de football de Lyon-la-Duchère. On regardait autour du stade de la Sauvegarde et effectivement on voyait une vraie demande on a une vraie demande de caméras de vidéosurveillance dans cet endroit-là, qui est faite par les habitantes et les habitants, qui est faite par le club de foot, qui est fait par les associations. Il manque plusieurs caméras de vidéosurveillance. Si jamais on pouvait être écouté là-dessus, ça pourrait être quelque chose d'intéressant parce que ça a un véritable effet dissuasif, en tout cas à certains endroits. Ça veut dire, à d'autres endroits, ça déporte complètement le problème et ça ne résout pas tout. Mais en tout cas, je ne pense pas que ce soit lié qu'à la démagogie. C'est lié aussi au fait qu'ils se sont rendus compte que peut-être qu'ils avaient raconté des bêtises en 2019 et 2020 et que peut-être aujourd'hui, justement, ils revenaient à des choses plus pragmatiques. Je ne suis pas le plus gros fan des caméras de vidéosurveillance qui existent, parce que souvent, elles ont pour effet de déplacer les problèmes, mais en tout cas, c'est des demandes qui sont formulées et qui, des fois, sont efficaces. Vraiment, pour ce qui est de la situation précise dont je viens de vous parler autour du stade de la Sauvegarde dans le 9e, c'est effectivement quelque chose qui est relativement unanime. Ça pourrait permettre d'aider. Donc là, on n'est pas dans, à mon avis, une simple démagogie. On est plutôt dans quelque chose où on prend en compte les besoins des habitants et c'est positif. Raphaël? Oui, il y a deux sujets très différents. Si on peut peut-être commencer par les caméras de vidéosurveillance, le logiciel des écologistes dessus datait quand même un peu. C'était Étienne Tête dans l'opposition. Grégory Doucet n'était pas du tout élu à l'époque. Oui, mais même au départ, il était opposé aux caméras de vidéosurveillance. Dans les premiers mois, il l'a dit. Alors après, et pendant sa campagne, ils avaient disait. une analyse, leur logiciel sur les caméras de vidéosurveillance, c'était de dire que ça coûte très cher, ce qui est vrai, et que c'est absolument pas efficace, que ça n'a que des effets de report de la délinquance. Et que ça ne permettait pas de la faire baisser. Oui, c'est ce que Grégory Doucet a dit pendant sa campagne en 2020. Ce qu'étaient les analyses d'il y a 30 ans. Les caméras, elles ont quand même pas mal évolué depuis. Il y a des nouvelles questions pour l'instant qui ne sont pas du tout abordées, qui sont toutes celles autour de l'intelligence artificielle. C'est vraiment les enjeux qui arrivent sur les caméras derrière, parce que s'il y a personne, la grande question, le coup, c'est de mettre des gens derrière, mais de plus en plus, il y a de l'intelligence artificielle, et elle va être appelée à être massive. Moi, je pense que c'est une question qu'on n'aborde pas assez sérieusement. On est constamment espionné dans nos activités quotidiennes par nos téléphones. On a des téléphones qui sont produits en Chine, en Corée, avec des producteurs américains. C'est-à-dire que chacun de ces États a mis de quoi espionner toutes nos activités au quotidien,
Et on se pose encore la question de comment on gère les caméras dans la rue. Là, je trouve qu'il n'y a pas assez de travail là-dessus, que ça devrait être un vrai sujet de débat. Mais en tout cas, sur les caméras, c'est assez logique quand même qu'ils finissent par céder. On peut trouver qu'ils ont mis un peu de temps. Faire cette étude-là qui disait que finalement, c'est paradoxal, l'étude, elle dit ça ne sert à rien de mettre plus de caméras. Et il revient derrière, il dit bon, finalement, je vais en mettre un peu plus. Et puis un an plus tard, finalement, je vais encore en mettre encore un peu plus. D'où ma question, effectivement. Est-ce que c'est un cadeau ? Voilà, non, mais un cadeau électoral, c'est de dire, bon, nous, on sait que la droite va nous attaquer là-dessus sur la sécurité, donc autant faire un premier pas avant et de les court-circuiter. Mais c'est pas vraiment un cadeau. Alors après, ce qu'ils disent, moi je pense que c'est quand même assez entendable, c'est qu'ils ont ouvert plein d'endroits nouveaux. Et bon, ils disent on va en mettre 5% ou au maximum 10% en plus, c'est pas énorme, je suis assez d'accord sur 5%. Oui, c'est une trentaine de caméras. Oui, c'est quand même pas fou sur un parc de 400 ou je sais pas quoi. Bon, après, on peut toujours dire celle qui marche pas, tout ça. Mais on a ouvert des tas d'endroits, par exemple le passage Pompidou, où on passait merveilleusement en voiture il y a pas longtemps. Et bien non, c'est fini, mais ils l'ont rouvert quand même. Donc on passe à pied ou en vélo, il n'y a pas de caméra là. Donc ils se disent, là, il y a 2 ans, ça n'existait pas, maintenant ça existe, et on a besoin, parce qu'on ouvre des nouveaux endroits, de mettre des nouvelles caméras s'il y en a besoin. C'est pas que le nouveau, hein, c'est sur l'ancien aussi, où ils ont changé de doctrine à ce sujet-là. Le stade de la sauvegarde, ça date pas d'hier. Hein. Ou le 4e, où il n'y en avait pas, apparemment ils vont en mettre. Non, mais 30 caméras, c'est quand même pas énorme. Hein. Voilà, et donc quand vous ouvrez plein d'endroits... La ville de Villeurbanne va en rajouter 200. Alors comme lui, il a toujours été pour, ça passe inaperçu, mais enfin, on est quand même vraiment une vraie échelle différente. Et avec un discours, parce qu'on dit que c'est pas efficace, mais de ce que dit la mairie de Villeurbanne, en tout cas sur les quartiers comme le Tonkin, ces caméras, elles se font casser. Alors là, ils ont réussi à mettre des caméras qui résistent, mais qui sont quand même extrêmement, extrêmement protégées et qui apparemment servent beaucoup dans les procédures judiciaires, parce que ça permet d'observer un trafic sur le long terme. Donc ça veut dire que l'efficacité judiciaire des caméras a changé. Il risque d'ailleurs d'avoir une division entre les Verts s'ils sont cohérents sur le fond. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez évoqué la question de l'intelligence artificielle dans les caméras qui rend justement leur efficacité plus grande. Et il y a un certain sénateur, Thomas Dossus, qui s'oppose régulièrement à chaque fois à l'usage de l'intelligence artificielle au Sénat dans les caméras de vidéosurveillance. Ça va être intéressant de voir... Ça, c'est plutôt ça, la doctrine verte. De voir s'il y a... des Verts de Paris qui disent une chose et des Verts de Étienne Lyon Tête, qui font je autre lui ai chose. posé la question là-dessus. Lui, il est opposé aux caméras parce qu'il pense qu'on n'est absolument pas capable de contrôler l'intelligence artificielle. Oui, mais Étienne Tête n'est plus élu, mais là je parle vraiment chez les... Oui, mais il est avocat. C'est-à-dire que vous avez Mohamed Chi, effectivement, qui est intéressé par la question de l'intelligence artificielle. Oui, mais c'est pas lui qui va décider. Que vous avez évoqué. Oui, enfin, il va décider un peu plus qu'un ancien élu. Et Thomas Dossus, qui est en même temps, par exemple, le sénateur vert... Lui, ça peut changer un peu les choses. Issu de la métropole de Lyon, qui, à Paris, lui, il s'oppose au même dispositif que pourrait mettre en place Chi. Donc sur les caméras de surveillance, je pense qu'il n'y a pas vraiment de sujet. Ils ont un peu évolué, mais pas tant que ça. Ils ont ouvert des nouveaux endroits de la ville. C'est normal qu'ils mettent des caméras à proportion. C'est pas vraiment un cadeau électoral, parce que ça, c'est vraiment du microcosme. Hein. C'est vraiment un truc de est-ce que... Bon. Mais par contre, les travaux, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout du microcosme. C'est des gens qui, à longueur de journée, traversent Lyon et ils cherchent une rue où ils pourraient passer, même en tant que piétons, où il doit y avoir une accidentalité énorme dans ces rues, parce qu'il n'y a plus d'endroit pour passer, ni en vélo, ni en voiture, tout ça. Et donc, mais évidemment, derrière, donc ça, à la fois, il y a une remontée très, très, très forte du public, à mon avis, en disant, mais vous êtes fous, qu'est-ce que vous faites? On peut plus, l'avenue Félix-Faure, vous pouvez mourir à chaque instant. Et elle fait 4 km. Faut peut-être pas exagérer. Mais c'est incroyable. Pour le coup, il n'y a personne qui y meurt, pour le moment. Je vois en permanence des gens qui tombent, des trottinettes qui tombent sur les panneaux, qui essayent de signaler l'existence d'une piste cyclable qui fait 30 cm de large. C'est incroyable, la dangerosité. Et par ailleurs, évidemment, ce qu'il y a derrière, c'est qu'en fait, ils n'ont pas les moyens de financer tout ça. Ils se sont lancés dans ces travaux. Il y a évidemment une réduction incroyable des financements de l'État et même de leurs ressources propres à la métropole, qui ne sont pas énormes. Et évidemment, ils se retrouvent dans un... Quand on ne construit pas de logement, il n'y a pas de droit de... Il y a évidemment une difficulté énorme à financer ces travaux. À leur dire, oulala, on a bien entendu, on va arrêter tout ça, ça ne fait que dissimuler le fait qu'ils n'ont pas l'argent. Moi, il y a première chose, effectivement, là, je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire sur le fait qu'ils n'ont plus l'argent. D'ailleurs, l'État en est responsable, mais ils en sont responsables eux aussi également, en disant, voilà, on ne veut pas forcément une ville qui soit tournée vers l'attractivité des entreprises, même si Bruno Bernard vient de changer de discours.
entre le Bruno Bernard qui disait qu'il fallait une métropole sobre en 2020 et celui qui dit dans Lyon Mag qu'il faut une métropole attractive. Il y a ces différences-là. Et puis, il y a la sous-production de logements. Il faut savoir d'ailleurs que la métropole et puis la ville, ils ont annoncé qu'il y aurait à peu près une production de 2000 nouveaux logements sociaux. On en est à 180 cette année. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas atteint 10% de l'objectif qui était donné. Et à chaque fois que vous avez des ventes, des constructions de logements, vous avez un truc qui s'appelle les droits de mutation qui sont versés aux collectivités locales. Et évidemment, comme ils font cette stratégie-là, ils ont moins de droits de mutation et du coup moins de ressources. On peut dire que ce soit une stratégie. Mais par contre, non, mais j'ai pas parlé de stratégie de baisse de logements sociaux. J'ai dit que simplement qu'il y avait une stratégie effectivement de ralentir la construction. Pour le coup, elle est relativement assumée par la ville de Lyon. Elle est complètement assumée. Là, pas sur la construction de logements sociaux. Le discours a toujours été inverse. Alors là, justement, à l'instant, je viens de parler de la construction. Parce qu'évidemment, c'est plutôt la métropole qui a la responsabilité sur la question des logements sociaux. On s'éloigne. Il n'y a plus de... J'ai jamais dit que la ville était là-dessus. En tout cas, la baisse de la construction, c'est quelque chose qui est assumé par la ville de Lyon. Du coup, ça fait moins de droits de mutation. Et il y a effectivement un problème de financement. Mais le point où je voulais en venir, c'est en fait que de toute façon, les grands travaux, quelques années ou un an avant les élections, ça ne date pas de Grégory Doucet, ça ne date pas de Bruno Bernard. Gérard Collomb le faisait, Raymond Barre le faisait, Michel Noir le faisait. Donc là, on dit qu'il y a un truc, mais qui existait déjà avant. À la différence, et pour le coup, c'était une décision courageuse qu'on a régulièrement interrogée ici d'ailleurs, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de travaux avant les élections, mais il y a beaucoup de travaux qui commencent avant les élections, qui vont se poursuivre sur le deuxième mandat. Et notamment, on se posait la question de savoir si ils n'allaient pas prendre un risque électoral, politique, de faire des gros travaux, d'avoir tous les dérangements, mais pas de s'arrêter avant les municipales. Ce qui fait que les gens ont encore la gêne et n'ont pas encore le bénéfice des inaugurations. Ça inaugurer les choses faites par les prédécesseurs, ça se fait très régulièrement. En général, juste avant les municipales, les travaux, on les calme. Là, ils ont pris du retard à cause du Covid, et donc effectivement, plein de choses devraient être finies. Elles ne sont pas finies. Donc ils ont lancé. Non, mais bien sûr, mais pas que. Mais ils ont lancé aussi énormément de choses. Mais je suis d'accord. Je pense qu'ils avaient quand même prévu que pour 2026, ça serait terminé. 2021, grande partie. Ils ont inauguré prévu qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas d'eux. Depuis le début du mandat, il s'est assumé qu'il y aura des choses beaucoup de travaux qui se feront à cheval sur les élections, sur les deux mandats, dans un discours aussi qui, pour le coup, qui est positif, c'est-à-dire qu'aux entreprises, éviter le creux des projets juste après les élections. Le prolongement de la ligne B, par exemple, ça a été lancé avant, et c'est bien avant Bruno Bernard, c'est bien Bruno Bernard qui l'a inauguré. La plupart des choses qui avaient été lancées avant et qui ont été inaugurées ont été inaugurées. Voilà, c'est fait. Ce qui va arriver maintenant, c'est vraiment 100% écologiste. Mais je veux dire que c'est pas nouveau qu'on se retrouve parfois en position d'inaugurer des choses du prédécesseur. Les maires aiment bien quand même pouvoir inaugurer avant les élections. Gérard Collomb avait été ravi de pouvoir faire les berges à la fin de son mandat. Bien sûr. Que les Lyonnais en profitent et se disent oui, non, c'est plus la polymique, savoir s'il n'y a plus de parking, il a eu le temps. Mais c'est la qualité de vie gagnée. Là, ils auront peu de temps pour que les Lyonnais bénéficient de ces aménagements. Donc c'est une prise de risque. Après, j'ai pas trop compris pourquoi, d'en repousser. Quand il y a une grogne, c'était peut-être qu'ils lâchent politiquement. Je pense que quand même l'argument financier. Le gouvernement leur a demandé 100 millions d'euros à trouver dans un budget où en fait, le budget, c'est 2,5 milliards, mais enfin, il y a quand même le RSA, il y a quand même beaucoup de dépenses très contraintes. Donc en fait, leur marge de manœuvre, elle est plutôt sur 800-900 millions. T'enlever 100 millions, c'est pas rien. Allez, on avance avec notre deuxième sujet de la semaine, la condamnation du maire de Callur, Éric Cuir, Philippe Cochet, qui a été reconnu coupable de détournement de fonds publics. Il a écopé de 3 ans de prison, 5 ans d'inéligibilité. Les juges parisiens ont estimé que sa femme, qui fut son assistante parlementaire lorsqu'il était député du Rhône, avait un emploi fictif. Philippe Cochet doit donc quitter la mairie de Caluire et la présidence du groupe LR à la métropole de Lyon. Alors selon vous, est-ce que c'est un épisode local sans grande importance ou au contraire c'est un tsunami qui va rebattre les cartes à l'orée de 2026 ? Romain Mels. Je dirais, ce qui est intéressant, c'est cette réplique en avance du verdict sur le procès de Marine Le Pen du 31 mars, sur l'exécution provisoire, et cette loi Sapin 2, qui fait que pratiquement, obligatoirement, si vous êtes condamné, vous devez quitter le mandat et vous êtes inéligible. Donc là, il y a cette espèce de... Alors évidemment, je pense qu'au niveau national, ils ne le voient pas, mais nous, qui sommes lyonnais, on se dit, alors du coup, tsunami, ça me paraît un peu fort pour la... Mais du coup, ça nous permet
de voir un peu ce qui va se passer si au niveau national, Marine Le Pen, le 31 mars, est condamnée de la même façon. Bon, après, c'est vrai que le procès, ce qui est normal, a été dépaysé, donc on n'a pas accès au déroulement général de tout ça et de l'accusation, les preuves et tout ça. Ça paraît, comme ça, vu de l'extérieur, pour une période qui est quand même très ancienne et qui est avant tout le problème de la moralisation, le fait qu'on n'ait plus le droit d'employer, ça paraît un verdict extrêmement sévère. Donc on peut se dire... mais en même temps... C'est pas la première fois qu'un maire de Caluire doit démissionner en cours de mandat. C'est pas la première fois. C'était Roger Dalbert, absolument, qui avait été invalidé parce qu'il avait utilisé une photo prise par le journal municipal pour sa campagne électorale. Oui, et donc ça paraît un verdict sévère parce que... C'est un jugement, pas un verdict. Oui, un jugement, c'est vrai. C'est un jugement. Pardon, je vous ai coupé. Non, mais ça paraît un jugement sévère et ça va dans... ça paraît avoir des effets importants. Mais en fait, concrètement, Philippe Cochet, ça fait longtemps qu'il est en décélération politique. Et donc, il avait perdu son mandat de député contre Blandine Brocard en 2017. Il l'a il n'a pas essayé de le regagner. Son poulain a été très très loin de le regagner. On sentait bien que politiquement, il était dans une position difficile. Donc ça, c'est un coup probablement fatal dans sa carrière politique. Mais ça ne vient pas dans un moment où il est en pleine croissance politique et il pouvait espérer avoir un avenir politique considérable. Donc je ne parlerai pas de tsunami. Raphaël. Oui, le tsunami politique, pour moi, il est effectivement plus national. Je suis assez d'accord avec vous là-dessus. C'est-à-dire qu'on a quand même une affaire qui date déjà d'il y a longtemps. Si on avait laissé faire l'appel et l'ensemble des recours, il y aurait encore eu une élection avec cette affaire au-dessus. Donc là, la justice décide d'agir plus vite avec ces mesures-là, et c'est très mauvais pour Marine Le Pen. Évidemment, probablement que là, ce qu'on commence à voir, c'est que Marine Le Pen ne pourra pas se présenter à la prochaine présidentielle. On verra, évidemment, elle est présumée innocente jusqu'à présent. Donc, bien sûr. Je ne m'avance pas plus que ça. Mais le principal message politique, à mon avis, il est là. Parce qu'effectivement, je suis d'accord. Bon, c'est un petit tsunami à Caluire qui va devoir effectivement changer de maire. Et au niveau de la métropole, Philippe Cochet est quand même en retrait depuis un certain temps. Il n'était pas en lice pour être le chef de file du côté de LR. Ils vont reporter l'élection, mais c'est pourtant pas quelque chose qui change fondamentalement la donne. Romain ? C'est toujours compliqué de commenter une décision de justice quand on n'a pas accès aux pièces du dossier, ce qui est le cas de personnes autour de cette table, et qui, comme vous l'avez justement souligné. Sur le plan local, parce qu'on a parlé du plan juridique national, il y a un changement. C'est vrai que c'est une grande figure de la droite de la métropole de Lyon, Philippe Cochet, quelqu'un d'excessif souvent dans ses prises de parole. Je me rappelle plusieurs fois à la métropole m'être interrogé sur le choix d'ailleurs de Philippe Cochet comme président du groupe, parce qu'ils ont quand même des gens beaucoup plus, modérés, moins excessifs au groupe des Républicains. Ça peut rebattre les cartes, effectivement, dans une ville de Caluire qui est en train de changer, même si, parce que je pense qu'il y a des gens qui avaient un attachement sincère à Philippe Cochet, mais qui, par ailleurs, sur d'autres élections, ne votent pas forcément pour LR. Il y a peut-être une possibilité pour l'opposition, pour Fabrice Matteucci, de tenter quelque chose d'ici un an et demi, même si ce sera évidemment difficile. C'est quand même une ville qui est fortement ancrée à droite. Et puis, c'est une personnalité quand même qui est là depuis, moi je sais pas depuis quand il est là, mais ça fait une trentaine d'années, quarantaine d'années qu'il fait partie du paysage politique lyonnais. Peut-être lui offrir la possibilité d'avoir d'autres activités dans la vie. Maire depuis 2008. 2008. Oui, puis avant il était adjoint, puis avant il y avait encore autre chose. Enfin, il a quand même appartenu au Parti républicain, qui est un parti qui n'existe plus depuis les années 90. Donc si ça peut lui permettre effectivement d'avoir d'autres activités, peut-être d'être un peu plus calme, parce que c'est quelqu'un qui est d'une violence assez forte dans les débats politiques. Je trouve qu'il contribue à l'hystérisation des débats dans une assemblée lyonnaise qui est plutôt généralement quand même assez policée. Ça pourrait être plutôt pas mal et ça va lui permettre de se calmer un peu. Il a une double facette, hein, Philippe Cochet. Effectivement, il peut être excessif dans ses prises de parole, mais en privé, c'est quelqu'un qui est étonnamment doux. Alors, je vous rejoins là-dessus. En privé, effectivement, pour avoir échangé une ou deux fois avec lui, effectivement, c'est pas le même. Mais je trouve qu'il participe d'une hystérisation de la vie politique qui est assez terrible quand on voit que la ville de Caluire, c'est plutôt une ville de gens qui sont plutôt, plutôt modérés, plutôt calmes. Je
pense qu'il y a un attachement peut-être à sa figure là-dessus. Et c'est ça qui peut rebattre les cartes. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une véritable chance, effectivement, pour des gens comme Fabrice Matteucci, au moins de largement progresser, voire peut-être même de tenter de prendre la ville en 2026. On parle de lui au passé, on ne sait pas si c'est véritablement la fin de sa vie politique, même si il a fait appel, il ne pourra probablement pas se représenter quoi qu'il arrive en 2026, il ne sera pas rejugé d'ici là. Qu'est-ce que vous retenez de lui? Alors Romain Blacher a déjà dit, mais effectivement ça a été un élu de premier plan dans l'agglomération depuis bientôt 15 ans. Moi je me souviens très bien pendant le débat sur, je crois, le Pax, il avait fait à l'Assemblée nationale. Vous vous souvenez pas très bien. Tuer des enfants, complètement hystérique. C'était incroyable parce que... C'était le mariage pour tous, non? C'était le mariage pour tous. Le tous. mariage pour tous expliquait que le mariage pour tous avait tué des enfants. Il a fait cette déclaration à l'Assemblée nationale absolument incroyable. Et je me souviens de ce rapport qu'on avait avec une personne ne connaissait au niveau national. Et tout d'un coup, un député local faisait une prise de parole totalement excessive. Et on se disait, c'est quand même curieux d'avoir du mal à avoir une ligne politique qui soit un peu claire. Comment est-ce que vous pouvez dire des choses aussi terribles et après, effectivement, être ce garçon charmant quand vous êtes en off? Mais tous les jours, à la métropole, il fait ça. Il fait des trucs excessifs. Je ne suis pas très souvent à la métropole. Il accuse, je ne sais pas, quand vous avez eu l'histoire de l'immeuble dans lequel il y a eu un drame, il a expliqué limite que Grégory Doucet était un meurtrier. Enfin, il est comme ça. D'accord. Raphaël, pour conclure. En positif, je retiens le Radiant, qu'il a relancé et qui devient une salle qui est très familiale, très agréable pour des spectacles à petite jauge, mais plutôt populaire. À moyenne jauge. Oui, à moyenne jauge. Il y a quelque chose qui est assez réussi. Et assez pas très local, du coup, quand même. Hein. Il va chercher quand même des stars un peu à droite à gauche. Ah oui, non, on n'est pas dans le développement de la culture. En sachant que ce n'est pas Philippe Cochet qui fait la programmation, etc. Ça doit être lui, je suis sûr. C'est quand même plus Victor Bosch. Il est allé chercher Victor Bosch, mais il faut aller chercher. Il était chassé de Lyon. Non, mais après, c'est pas très, vous voyez, nouvelle. Non, mais c'est une belle salle, en tout cas. C'est une belle salle, oui. C'est une belle salle, la programmation est intéressante. Alors, il y a un book qui est fait par Victor Bosch. Victor Bosch met à disposition d'associations comme Mediatone, par exemple, contre location. Vous êtes vachement calé sur le Radiant. Une programmation, on s'intéresse à la culture. Allez, Raphaël. Pas moi. Après son mandat, il ne laisse pas de traces mémorables. Je pense qu'il a quand même effectivement été plutôt en opposition, en fait, systématiquement. Il s'est rapproché de Gérard Collomb quand Collomb a perdu. Et donc, il n'a pas construit avec l'agglomération un développement de Caluire. Je crois qu'il ne le voulait pas. Sa ligne politique était quand même de garder, plutôt de s'appuyer sur les retraités de Caluire, pas forcément vouloir du changement, être vent debout dès qu'on propose une piste cyclable. Même en termes de transport en commun, il n'aura pas gagné un développement de Caluire, alors que c'est... Ce qu'il a réclamé, hein. Il réclamait le métro qui irait jusqu'à Rieux. Il y a des élus qui réclament et qui obtiennent, et des élus qui réclament et qui n'obtiennent pas. Alors c'est peut-être que tout le monde en veut à Cochet, ou peut-être parce qu'il se débrouille mal. Pour avoir suivi un peu le dossier, je ne suis pas sûr que sincèrement... il voulait vraiment, je pense qu'il y avait plus un effet d'affichage de dire, voilà, nous, on est un peu comme certains maires de l'Ouest lyonnais qui, des fois, vous disent, on veut plus de transports en commun, mais qui, en même temps, aient peur des populations que ça pourrait leur amener. C'est vrai que sur l'histoire du plan métro, en fait, les écologistes, OK, faisons un métro, mais on le fait où? Et c'est vrai que la droite se retrouve toujours un peu bête à dire, merde, allons à Caluire, à Rieux, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas tant d'idées. Sachant que c'est 1 milliard le kilomètre. Voilà, mais ils n'ont pas tant d'idées. Il y a de la surtout pour justifier d'avoir un métro à Caluire. C'est pas du tout absurde, hein, surtout avec la ville nouvelle à Rieux, qui mériterait d'avoir un transport lourd. Mais en fait, ce qui fait qu'il n'y en a pas, c'est qu'entre les deux, il n'y a pas une volonté de développer une population là. Donc, parce que justement, il y a peur des nouveaux habitants et que électoralement, ils disent que c'est pas bon. Mais la Croix-Rousse se développe énormément. Le 4e, les familles ont beaucoup de mal à trouver et du coup vont de plus en plus à Caluire. Donc la sociologie de Caluire évolue, mais les services suivent faiblement, c'est-à-dire que les transports en commun sont pas là. Cette population donc ça, je pense que pour Caluire, alors on verra qui va le remplacer. Je pense pas que politiquement ça change tout, mais il avait quand même une figure politique très forte, une capacité à mobiliser des réseaux très forte, une habileté politique très, très grande, faut le dire. C'est-à-dire que sur des choses assez anecdotiques, il pouvait monter des pétitions et remplir des salles extrêmement virulentes. Il laissait penser que, en gros, les autres ont renoncé à chaque fois. Donc, il avait cette capacité de blocage assez forte. Je ne suis pas sûr que son successeur, quel qu'il soit, arrive à avoir la même force. Et peut-être que ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Très vite, Romain Blacher, on passe au troisième sujet. Sur le Cochet qui avait effectivement privé un certain nombre de valeurs, notamment un christianisme très, très ancré et vraiment extrêmement sincère,
Effectivement, je suis d'accord sur le fait que ça change quelque chose, la gouvernance. Je pense que si par exemple vous avez une figure comme Bastien Join qui devient maire, je pense que le fait qu'il y ait moins d'hystérisation, je pense que ça pourra peut-être faire avancer de manière beaucoup plus intéressante les dossiers et que ça permettra aussi, effectivement, Philippe Cochet avait parfois ses habiletés, mais il avait quand même souvent ses maladresses et c'est ça aussi qui l'a amené à un moment à se cornériser auprès d'une partie de la droite lyonnaise. Allez, restons avec les Républicains et leur déboire, puisque vous l'avez appris sur Lyon Mag, la primaire de la droite pour désigner leur chef de file pour les métropolitaines 2026 a été repoussée, s'inédiée. Ça devait être ce dimanche, un collège électoral qui aurait été composé des élus de l'agglomération et de la région allait devoir choisir probablement entre Sébastien Michel, maire d'Écully, et Gilles Gascon, maire de Saint-Priest. Sauf que les conseillers métropolitains ont demandé et obtenu la suspension de l'événement suite à la condamnation de Philippe Cochet, mais aussi à cause d'un manque d'information de la part de la fédération. Ça repousse encore l'échéance, alors que le centre n'attend plus que les Républicains pour préparer cette fameuse alliance pour contrer la NUPES. C'est le retour de la droite la plus bête du monde, Romain Meltz. Oui, là on sent, c'est terrible d'être comme ça, de se prendre les pieds, parce que leur idée c'est de dire, on fait un truc très rapide. Plus ou moins secret, pas totalement secret, mais quand même assez secret. On fait surtout pour parfaire les erreurs de la primaire, où on va se déchirer, on va faire des camps complètement irréconciliables après. Donc on invente une espèce de système presque en sous-main. Et évidemment, on se prend les pieds dans le tapis, et à la fin, c'est annulé. Alors que c'est justement fait pour qu'il y ait une décision rapide, tôt, pour que quelqu'un qui est totalement inconnu sorte et ait le temps de fabriquer une campagne importante à la métropole et avoir une chance de contrebalancer, enfin de venir titiller Bruno Bernard. On fait surtout pas de primaire pour pas créer de division. Après, ça fait des clans, plus personne se parle. On a fait ça, ça a été un échec monstrueux. Et ils arrivent quand même à se remettre dans la situation où ils échouent devant tout le monde, alors personne n'avait entendu parler de ce primaire qui était une espèce de primaire qui n'osait pas dire son nom. Donc ça fait quand même beaucoup de peine. Romain Blacher. Celui qui était donné largement favori, c'est Sébastien Michel, maire d'Écully. Je ne suis pas sûr que ce report, ça l'arrange beaucoup. Peut-être que du côté de M. Gascon, qui avait l'air plus en difficulté, si on écoutait les militantes et les militants LR, ça peut peut-être l'arranger quelque part. C'est quand même ça montre une fébrilité à la Fédération des Républicains du Rhône. Pour le coup, évidemment, j'imagine que le fait que Philippe Cochet soit condamné soit une chose qui puisse, comment dire, troubler un peu. Mais bon, d'un autre côté, c'était une condamnation qui était attendue. J'ai l'impression plutôt d'un prétexte pour sauver quelqu'un dans cette histoire. Voilà, après, je ne serais pas aussi dur que vous. Je veux dire, dans leur commune, Sébastien Michel à Écully et Gilles Gascon à Saint-Priest, ils sont quand même connus par... oui, mais il reste 56 communes. Là-dessus, oui, mais ce que je veux dire, oui, évidemment, au niveau intercommunal, ils sont pas forcément là-dessus. C'est vrai que j'ai plutôt vu d'ailleurs, de ce point de vue-là, Sébastien Michel s'exprimer sur du métropolitain que Gilles Gascon. Sa candidature, elle est même relativement surprenante, vu que Gilles Gascon parle beaucoup de Saint-Priest, mais pas tellement de la métropole dans ses expressions publiques, ce qui n'est pas le cas de Sébastien Michel, qui est déjà un peu plus dans autre chose. Sébastien Michel, d'ailleurs, est un adversaire beaucoup plus redoutable que Gilles Gascon, dans le sens où, de la même façon que Philippe Cochet était quelqu'un d'extrêmement sectaire, Sébastien Michel est plutôt quelqu'un qui a une image beaucoup plus ouverte sur la société civile. Et effectivement, je pense qu'en termes de candidature, il pourrait être beaucoup plus dangereux pour Bruno Bernard. Après, je ne pense quand même pas que ce soit LR qui gagne la métropole de Lyon, loin de là, aux prochaines élections. C'est vrai qu'on peut s'interroger sur le calendrier qui a été choisi. Ils auraient pu le faire dimanche dernier, ça aurait du coup posé pas de problème. Hein. Ça. On le savait, je pense que c'est un prétexte. Je pense que voilà, il a bon de Philippe Cochet. Ça prouve qu'il ne faut pas enterrer Philippe Cochet trop vite. Il va continuer d'influer politiquement, y compris sur l'avenir de l'agglomération, parce que ça manque de figure. Une primaire, l'intérêt, c'est quand même de faire émerger un désir. C'est-à-dire qu'un camp qui n'est pas forcément favori, ils ne sont pas favoris. Non. Là, on parle d'une alliance avec le centre où ils seraient plutôt les numéros 2, ils seraient plutôt les supplétifs, ils ne seraient probablement pas les premiers, je ne sais pas. Ah bon Voilà. Après, c'est l'histoire du partage. Ils ont tous les maires, ou presque. Hein. Ils seraient probablement premiers quand même à la métropole et supplétifs sur la ville de Lyon, c'est ce qui se dit. Ouais, c'est plutôt ça. Si on voit le rapport de force. Cette stratégie, je pense que c'est celle que les Verts désirent le plus, parce que ce serait
parce que je pense qu'un candidat LR en milieu plus urbain aujourd'hui, il n'a quand même pas beaucoup de chances de l'emporter. Donc en tout cas, ils sont quand même vraiment pas favoris. L'intérêt d'une primaire, c'est que on puisse faire émerger des projets, te dire tiens, celui-là finalement il a des idées, il peut être intéressant, que le fasse connaître. Après. Mais ils ont choisi un processus quand même très discret, comme s'ils avaient la conviction qu'ils n'arriveraient pas de toute façon à susciter l'intérêt et qu'il valait mieux choisir quelqu'un, au moins avoir un chef, et que le fait qu'il y ait un chef, au moins ça cristallise un petit peu les choses. Je note que le débat se tend, donc de ce point de vue-là, c'est plutôt réussi entre Bruno Bernard, Sébastien Michel. Ça se joue sur des politiques métropolitaines d'importance, c'est-à-dire que oui, l'accueil. Sur l'accueil avec le tramway. Et surtout le centre pour mineurs isolés. Voilà, l'accueil des mineurs. Avec des positions pour le coup assez démagogues. Le développement économique. Avec des positions pour le coup assez démagogues de Sébastien Michel, là, qui est en campagne. C'est sûr que pour lui, c'est pas bon ce report. C'est vrai que Sébastien Michel, effectivement, en termes de ligne, il va falloir à un moment qu'il clarifie. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a le Sébastien Michel ouvert, et puis il y a le Sébastien Michel, effectivement, qui est extrêmement dur sur les mineurs non accompagnés. Donc du coup, c'est effectivement pas forcément très très lisible en ligne politique interne. Dur, c'est surtout irresponsable. C'est-à-dire que ces jeunes, il faut bien les accueillir, en faire de la polémique, alors que ça se passe très bien partout où il y a des centres qui sont construits. Après, c'est pas le seul d'ailleurs à pas s'occuper des MNA. Hein. Rappelez-vous de ce qui peut se passer à Saint-Germain-au-Mont-d'Or, où la métropole est en train aussi de mettre à la rue des MNA, alors dans un centre, dans un local qui est de sa responsabilité, en se défaussant sur l'État. C'est-à-dire que Bruno Bernard fait pas la même chose, parce que Bruno Bernard quand même a une politique d'accueil, mais il n'est pas non plus tout blanc sur la question de l'accueil des MNA, et c'est dommage. J'espère qu'il va changer d'avis dessus de ce point de vue-là. Il y a aussi un troisième acteur dans l'histoire, c'est Jérémy Bréau. Jérémy Bréau, là, qui est le président de la fédération. Président de la fédération. Et du coup, ce qui a été dit, c'est oui, les conditions ne sont pas bien organisées, etc. C'est aussi une remise en cause du travail de Jérémy Bréau par celles et ceux qui ont demandé le report de la primaire. Et c'est peut-être un coup de billard à trois bandes, parce qu'en fait, en réalité, certains disent que Jérémy Bréau, il est tout à fait favorable à une candidature de M. Hamelin, qui représente actuellement la majorité présidentielle à Lyon. Alors, et qu'il serait tout à fait favorable en fait à ce que LR se range le plus vite possible derrière Hamelin. Donc celles et ceux qui ne veulent pas chez LR que ce soit le cas, c'est peut-être aussi un moyen d'affaiblir Bréau. Mais en même temps, si c'est annulé, c'est quand même qu'il y a quelqu'un qui arrive à le faire annuler. C'est-à-dire contre ceux qui ont intérêt à ce que ça se tienne. Parce que, donc, grosso modo, il y a une... et c'est sûrement pas Philippe Cochet... Gascon a sauvé ça. Là, il y allait avoir un drame dimanche, c'est-à-dire que les élus métropolitains n'allaient pas se rendre à l'élection de leur chef de file. Et du coup, il aurait été élu par les conseillers régionaux, ce qui aurait été ridicule. Oui, mais le fait que tout d'un coup, les conseillers métropolitains n'aillent plus à cette réunion qui a été prévue pour qu'ils soient là, c'est quand même le signe qu'il y a des... et puis brusquement. Il y a quand même des divisions très fortes, et donc il y a exactement le contraire de ce qu'il voulait, c'est-à-dire obtenir quelque chose comme une ratification de quelqu'un qui, à l'évidence, réunit le suffrage, disons, de 200 personnes ou 300 personnes, et qui maintenant peut lancer sa campagne pour essayer d'exister. Oui, et puis ça montre que la droite lyonnaise est toujours esclave de Laurent Wauquiez. Alors, esclave, peut-être pas esclave au sens romain du terme. Non, pas au sens romain du terme. Mais c'est-à-dire que... Elle est quand même... C'est un débat entre romains, là. Mais... Absolument, c'est un romain. Ils sont fous, ces romains. Oui. C'est la fin de cette émission, je vous coupe, mais on a dépassé le temps. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours. L'actualité continue sur lyonmac.com et on se dit à la semaine prochaine.